Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Désolé, vidéo un petit peu tardive aujourd'hui. En fait, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est principalement une étude du FOMC qui va avoir lieu demain avec une annonce des taux à 20h et un discours de Powell à 20h30. Et on va également aller voir les news du moment, etc. et faire comme d'habitude l'analyse technique et l'analyse de liquidité. Allez, on y va pour cette vidéo. On est là en daily sur le Bitcoin. Pour l'instant, ça pulse pas mal. Ce qu'on peut dire par contre, c'est attention à ces bougies qui présentent effectivement un corps qui monte toujours vers le bas, mais à chaque fois une tentative une tentative d'être repoussée finalement par les vendeurs, qui certes n'aboutit pas. Donc un petit peu comme j'avais prévu hier, on est venu retester le support et on est venu derrière faire un nouveau plus haut. Maintenant, attention, c'est fébrile, les bougies sont pas très jolies, mais le momentum reste haussier, hein, aucun problème de ce côté-là. On peut voir qu'ici, effectivement, on est resté dans ce biseau avec, finalement, une toute petite déviation ici. On pourrait peut-être même, à ce stade, en fait, se dire que la vraie 4 heures en accumulation, elle serait plutôt comme ceci. 1, 2, 3, 4 et 5 peut-être, pourquoi pas, et une petite 6 ici, vous voyez, qui continue au sein de ce biseau ascendant. Il est un peu tôt pour parler de cassure, au sens où ce biseau, c'est plus presque quasiment un canal, hein, j'ai envie de dire, il suffit que je repousse comme ça, et vous voyez que ce qu'on a, c'est effectivement un canal. Donc on va voir ici comment ça continue à se construire par la suite. Mais pour l'instant, effectivement, on a un momentum qui est plutôt haussier, mais ce que j'appellerais une montée qui reste quand même plutôt larvée. Et en daily, je vous l'ai expliqué, on a pas mal de tentatives de se faire repousser finalement par les vendeurs. Donc est-ce que petit à petit, là on peut remonter cette boîte de liquidité dorénavant ici, est-ce que petit à petit, eh bien, les acheteurs vont s'essouffler dans cette zone, ça n'intéressera plus trop les longueurs et du coup les shorters vont trouver le momentum pour aller plus bas? C'est une bonne question. Pour le moment, en tout cas, vous voyez que la 1 heure, eh bien, elle reste haussière. Mais on monte en canal, ce qui n'est pas nécessairement une très bonne figure. Cela dit, donc vous comprenez pourquoi c'est pas une bonne figure, tout simplement parce qu'on accumule des stops de longueur, là, ici, en dessous. C'est un peu larvé, il n'y a rien d'impulsif là-dedans, donc on laisse beaucoup de longueur rentrer finalement sur ce mouvement à chaque retracement, et puis au bout d'un moment, il va bien falloir que ça pète en bas cette histoire. Donc voilà, est-ce qu'on y voit un canal, est-ce qu'on y voit un biseau? C'est un petit peu la question du moment. Bon, pas tellement extrêmement importante non plus pour le moment. Bon, on peut continuer éventuellement à jouer ce canal, hein. À chaque fois qu'on a un retest ici, eh bien du haut de l'accumulation, on peut le prendre, et à chaque fois qu'on a un retest du bas de l'accumulation, on peut le prendre. Donc je parle ici en short et je parle en long évidemment. Continuer éventuellement à jouer cette structure. Personnellement, je garde ici mes runners plutôt en long. J'envisage plutôt qu'on aille chercher les 28, mais vous comprenez que c'est un scénario que je joue, donc bien évidemment il faut petit à petit dérisquer, prendre des TP finalement à chaque fois, et que sa position soit de plus en plus petite. En tout cas, c'est ma manière de procéder, vous faites exactement comme vous voulez dans ce cadre-là. Ce qu'on peut dire sur effectivement la 15 minutes, c'est que là pour le coup, la structure en 15 minutes qui était celle-ci, on est passé sous la structure, donc ça c'est plutôt boule pour éventuellement revenir à nouveau chercher un plus haut. On va venir voir sur la liquidité ce que ça donne. Est-ce qu'on a des gros shorts ici qui se sont ouverts et qu'on pourrait aller chercher en liquidation, ou alors tout simplement est-ce qu'on est ici sur un point de non-retour entre guillemets. On peut voir également que finalement la structure se construit plutôt bien, c'est-à-dire ici je pousse, là je reviens retester le creux précédent sans l'enfoncer, ici je pousse, je reviens tester le creux précédent sans l'enfoncer, ici je pousse, et à ce stade il semblerait qu'on ait testé ce creux et qu'on ne l'enfonce pas. Donc peut-être pas ici aller checker ici le bas du canal. On va voir si on a besoin de passer ici entièrement sous la structure pour tout simplement remotiver les acheteurs d'une certaine manière. Voilà pour l'analyse du BTC, un petit peu sur les timeframes du daily aux 15 minutes. On ira faire une conclusion de vidéo à la fin quand on aura regardé la liquidité, qu'on pourra éventuellement trouver ici un scénario potentiel, hein, tout simplement, hein, en regardant le fonda, le technique, etc. Inquiétant du côté d'Ethereum, puisque là, pour le coup, on est peut-être potentiellement, déjà, on revisite actuellement les bas de range, hein, vous le voyez sur ce point-là, et également celui-ci. Donc, si jamais on enfonce, là, ici, puisque je pense qu'on est sur quelque part un plus bas au niveau de l'année, quasiment, hein, ici sur Ethereum, il va falloir se récupérer ici et réintégrer le range, sinon tout ça n'est pas très bon. Donc attention à Ethereum qui pousse moins que BTC dans cette zone.
Sur la structure sur Ether, qu'est-ce qu'on peut dire? On est ici sur le 4 heures. Je prendrais peut-être plutôt... Non, c'est bon, on va prendre celui-là, c'est très bien. Les dessins sont apparus. Il m'a semblé qu'il en manquait certains, mais c'est bon, on est bien. Bah, ici, pareil, hein, un petit peu le même canal aussi que sur Bitcoin. Si ce n'est que vous comprenez, sur Bitcoin, on en est finalement à peu près par ici, là. Hein. On est dans cette zone-là, alors que Ether n'arrive pas ici à nous faire sa figure de retournement. Si jamais ça venait à casser les niveaux actuels, donc là, cette ligne-là, la ligne bleue, eh bien à ce moment-là, on aurait une très jolie épaule, tête-épaule inversée qui pourrait éventuellement nous donner une target en daily d'une nouvelle structure qui désormais passerait haussière. On va voir si c'est ça qui se met dans les tuyaux, si tout simplement on se fait repousser par cette résistance ici. Et vous comprenez que là, ce qu'on regarde, c'est du 4 heures. Voilà pour Ether, soit ça pousse maintenant, ça réintègre le range, ce qui peut être un scénario à jouer, hein, potentiellement ici, se dire bon je vais peut-être plutôt longuer Ethereum que Bitcoin, parce que finalement l'amplitude pour retourner la daily en pourcentage est plus intéressante si jamais on tient le range et si jamais bien évidemment on casse la résistance. Donc ça fait 2 si, hein, vous comprenez que du coup ce sont des probabilités on va dire qui sont dépendantes, donc vous diminuez le nombre de chances par 2 en jouant ce scénario, mais pourquoi pas. Le total 3 où on est, il galère un peu là, j'ai l'impression, notre ami Macintosh. On est sur une cassure là, ça semble relativement plutôt bien se tenir. Est-ce qu'on va revenir tout en haut du biseau comme on pourrait estimer que c'est la target, c'est-à-dire venir chercher les 372 milliards? Pourquoi pas sincèrement. En tout cas là sur les alts on a peut-être un point de rebond si jamais Bitcoin tire, hein, tout simplement. Moi je considère que la grosse résistance elle est plutôt à 400 milliards, donc revenir ici c'est juste s'intégrer dans le range actuel, hein, avec une accumulation ici que vous pouvez voir. Voilà, la question ici pour moi, c'est sincèrement sur Bitcoin, Ethereum, est-ce qu'on vient chercher sous la structure? Décidément, TradingView a du mal aujourd'hui. C'est-à-dire, pour moi, la vraie zone ici, potentiellement, où on pourrait, si jamais on casse ce range vers le bas, aller, c'est les 0,058, zone de rechargement d'achat du mouvement haussier précédent, mais également target à peu près de ce double top, bas de cette distribution, donc un point intéressant, je pense, si jamais on se dirige vers là, pourquoi pas. Après, ça peut rebondir sur le bas du range ici et en sortir, puisque on peut estimer que ce biseau est potentiellement terminé. Je parle du biseau qui dure depuis à peu près 1 an maintenant sur Ethereum contre Bitcoin. Ethereum à la baisse contre Bitcoin depuis un certain temps. Tout ça dans un biseau descendant que vous voyez ici, avec une 2, une 3, une 4 et une 5. Donc, est-ce qu'on a besoin ici d'envoyer une petite 6, enfin une petite rotation partielle ici pour rechercher le bas de l'accumulation, voire perdre cette figure, hein. Cette figure est bullish, mais vous comprenez ici qu'on peut très bien la perdre par le bas, ce qui serait extrêmement baissier pour Ethereum. Par contre, si on rebondit là, moi ça me va aussi, et sous-entendu, la cassure ici des 0,065, casser déjà les 0,64 qui pour l'instant nous repoussent depuis pas mal de temps, et on peut estimer que Ethereum reviendra en haut de son biseau, même target ici, autour des 0,08. 0,08 qui est une résistance historique pour Ethereum, c'est très long, désolé. Qui est une résistance historique. Bon, on voit qu'en gros, elle a toujours repoussé le prix. Là, on le voit pas, mais en gros, elle a toujours, pour le moment, repoussé le prix. Si jamais on arrive en revanche à faire cette épaule, tête épaule là, et à casser le niveau des 0,080, on a des très jolis targets pour Ethereum. Personnellement, à la cassure, ici, moi, j'alloue toujours un petit peu de mon capital à Ethereum contre BTC, surtout en tendance haussière. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir plus ou moins ce qu'on appellerait des intérêts composés sur à la fois, vous prenez l'appréciation d'Ethereum et en même temps l'appréciation de Bitcoin. Donc on va dire que en tendance haussière, le risque est bien limité et vous avez les intérêts composés de pas laisser dormir votre argent sur du dollar. Donc il y a toujours une partie de mon capital de trading, moi personnellement, que j'alloue à Ethereum contre Bitcoin. Bien évidemment, en ce moment, il est en Bitcoin. J'attends le moment de repasser Ether et pour l'instant, on est peut-être sur des points intéressants pour le faire. Je dirais que là, c'est une très bonne zone. Je dirais que potentiellement, là, en ce moment, ça commence à sentir bon. Personnellement, j'attendrai plutôt la cassure, effectivement, de ce biseau pour un retest des 0,085. À nouveau, si ça casse les 0,85, encore une fois, ça sent très bon parce qu'on pourrait aller... on va dire ici, c'est-à-dire au 0,13, une appréciation 2 fois plus rapide pour Ethereum que sur Bitcoin. Vous comprenez qu'ici, on est à 0,60, on prend 100% et on le prend sur Bitcoin. Donc ça veut dire qu'on s'apprécie globalement 50% plus vite que sur Bitcoin si on est dans ce scénario-là.
Voilà pour la partie technique. Encore une fois, on va pas faire la stablecoin dominance aujourd'hui. On va directement aller voir les news. La grosse news, c'est que demain, c'est le FOMC. Qu'est-ce que pense le marché par rapport à ça? On l'a déjà montré hier, mais on va le remontrer aujourd'hui, puisque c'est une vidéo quand même avec un sujet, donc autant traiter le sujet, hein. Et en l'occurrence, ce que pense Ethereum, c'est qu'il y a 90... Ce que pense le marché, c'est qu'il y a 99% des intervenants qui pensent que Powell va nous marquer une pause demain. Je pense également que ça va être le cas. Pourquoi ça? Parce que on a eu un CPI qui certes était mauvais en ce qui concerne le headline CPI, les taux d'inflation, on va dire dans leur ensemble, mais on a eu un CPI qui était plutôt bon en ce qui concerne le core CPI. Le core CPI, c'est tout simplement ce qu'on va appeler l'inflation, mais duquel on a enlevé la bouffe et l'énergie. Sous-entendu, on enlève ici toute la partie inflation importée d'une certaine manière. Je pense qu'il y a plusieurs choses ici qui vont rentrer en compte. D'abord, on est sur une déflation en Chine, donc je pense que les importations de biens manufacturés par la Chine, ils vont importer en fait de la déflation, donc ça je pense que ça va aider également à baisser l'inflation, à court terme, hein, ici je parle. Je pense également que tout ce qui est bouffe et énergie, il y a un moment donné où on aura des signes de récession, en tout cas c'est mon avis qu'il y aura une récession, donc ça devrait avoir tendance à se calmer à un moment donné. On a une diminution effectivement de l'Arabie Saoudite et de l'OPEC+, de la production de 3 millions de barils par jour, mais je pense que ici ça va assez vite rouvrir le robinet. On va voir ça, sincèrement, c'est pas une certitude, on verra comment ça se... Mais vous voyez qu'ici, on avait des prix du pétrole qui étaient extrêmement à la baisse, et là, finalement, avec cette diminution de la production, eh bien, on est remonté très très fort sur le prix du baril, donc attention à ça, peut-être que l'énergie sera finalement le bon investissement à faire en 2023. C'était pas sincèrement mon scénario, mais ça pourrait vraiment le faire. Par contre, vous voyez ici que le core CPI était à 4,7, il est tombé à 4,3, ça veut dire que la zone restrictive dans laquelle se trouvent les taux d'intérêt à court terme de la Fed peut aider, est en train d'avoir un vrai impact sur les prix à la consommation aux US, notamment dans tout ce qui est housing, donc les secteurs très dépendants des taux, hein. Aux États-Unis les taux sont variables, donc du coup vous montez les taux, et ben tout simplement ça veut dire que le housing va un peu en souffrir, et donc l'hébergement. Et puis également, notamment par rapport à ce qui est autour des services, etc., où on voit que ça a pas mal baissé sur le dernier FOMC. Donc je m'inscrirai vraiment plutôt ici dans l'idée qu'effectivement Powell va nous donner une pause. Twitter, Namura qui est à 1,5 trillion, qui rentre un subsidiary institution fund pour le Bitcoin, donc du coup ça c'est plutôt une bonne chose, globalement c'est vraiment plutôt une bonne chose. Le layer 1 Canto qui était sur Cosmos, si je me trompe pas, est en train de passer sur Ethereum, pas très bon pour Cosmos, ça, cette news. Il y avait, en fait, visiblement ça passera sur le Zero Knowledge de Polygon. Polygon qui mange un petit peu des parts de marché de Cosmos en ce moment. On va voir ce que ça dit pour la suite. Derrière, on a Citibank qui va transformer les dépôts de leurs clients en tokens digital qui pourront être directement envoyés un peu partout dans le monde. Je suppose que Ripple a quelque chose à voir là-dedans. On va voir si c'est le cas. Pour la première fois, les États-Unis qui dépassent les 33 trillions de dollars de dette, ce qui représente 1 trillion par an d'intérêt. Comprenez bien qu'on est on est vraiment mal ici, encore une fois, 1 milliard par jour, même un peu plus, même plus 2 milliards par jour, voire plus, même 2 et quelques milliards par jour, simplement de service de la dette, quelque chose qui n'a aucune productivité en soi, puisqu'on est juste en train de payer la dette de quelque chose qui s'est passé en amont. Attention à ça. Nouveau microprocesseur de Huawei qui inquiète Washington. On en a suffisamment parlé sur la chaîne pour passer là-dessus. Bitcoin qui enchaîne sa 27e semaine de price action latéralisante. Et le pourcentage de Bitcoin qui sont tenus par les long-term holders, c'est-à-dire ceux qui détiennent des Bitcoins depuis plus de 5 mois, qui a dépassé, ou qui est sur le point de dépasser son all-time high de 76%. On a pas mal parlé de Binance hier, donc on va passer là-dessus. N'hésitez pas à venir vous abonner sur le Twitter de la chaîne. J'en profite également pour faire rapidement la promotion d'un nouveau service. Je fais tous les jours des vidéos privées qui sont dédiées à une certaine partie des membres du Discord. Aujourd'hui, je lance un nouveau système. Vous pouvez cliquer en dessous de la vidéo sur rejoindre.
Il vous en coûtera 9,90 € par mois et vous aurez accès à toutes ces vidéos privées. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez à tout moment vous désengager. Donc là déjà, si vous mettez 10 €, vous pouvez regarder les 30 premières vidéos. Je pense qu'on a déjà posté puisque le service existe depuis à peu près un mois. 6 vidéos supplémentaires par semaine dans lesquelles on fait à la fois, on pousse l'analyse technique un petit peu plus loin que ce que j'ai fait tout à l'heure par exemple. Et puis ensuite derrière, on va aussi énormément parler de trade management, de risk management, de money management, de système de trading également, voilà, pas mal de choses en plus sur la chaîne de mindset, voilà, il y a beaucoup de choses, c'est principalement axé bien évidemment sur les traders, assez peu sur les investisseurs, hein, je vous le cache pas, même si investir c'est trader à long terme, on est quand même plutôt sur quelque chose qui s'adresse aux traders. La SEC donnera-t-elle le coup de grâce à... je pense qu'on a déjà fait... Oui, on a déjà fait l'analyse de cette news hier. Ici, les nouveaux gagnants de la guerre énergétique globale, on le voit ici, Norvège, Algérie, Turquie. Bien évidemment, plus d'excédents ici sur le gaz et sur le pétrole. Finalement... Quelque part, on est en train d'importer, ce qui est complètement stupide, du GNL par bateau, 4 fois plus cher du côté des États-Unis, mais on importe même du GNL russe, donc c'est ça qui est quand même hallucinant. Les Russes sont toujours le deuxième principe, avant c'était le premier supplier de gaz en Europe, et maintenant ils sont deuxième, mais c'est du GNL qu'on est en train d'importer, donc beaucoup plus cher. Aucun intérêt stratégique, finalement ils le vendent de toute manière. Voilà, ici c'est juste, il faut juste se dire que c'est un système d'offre et de demande et qu'à un moment donné, aucune dimension géopolitique ne pourra changer le fait que l'Europe a besoin, l'Allemagne principalement, de ce gaz. Donc du coup, il y a un moment donné où tout le monde se tire une balle dans le pied. L'Europe pense pouvoir tirer son jeu là-dedans autour des semi-conducteurs, c'est-à-dire qu'on a Nvidia qui va s'installer en Allemagne, en partie en France, etc. Donc l'Europe croit que produire des semi-conducteurs sur son propre sol est un enjeu stratégique. En effet, c'est le cas, principalement pour tout ce qui va être évidemment secteur de l'automobile, secteur de militaire, aviation principalement. Vous trouvez des semi-conducteurs ici, automobile. Pourquoi c'est important? Parce que vous en trouvez 3 fois plus dans une voiture électrique que dans une voiture normale. Donc bien évidemment, c'est un enjeu stratégique important. On l'a vu notamment sur les supply chains de Renault, Peugeot, etc., qui étaient complètement à l'arrêt une fois qu'on a tout simplement eu le Covid et que la Chine n'était pas capable de faire des exploitations comme elle le voulait. Donc on a eu vraiment ici des tas de choses qui se sont mises où les mecs ont compris et ils se sont dit c'était ça qu'on aurait dû faire en fait, et voilà, et maintenant on le fait en retard. Ça sous-entend également une énorme dépendance vis-à-vis des États-Unis, puisque là on parle de Intel, encore une fois, on parle pas de quoi que ce soit. Personnellement, je pense que l'enjeu géopolitique ici, ça serait de faire un petit peu une troisième voie et d'être en paix à la fois avec la Chine et la Russie d'un côté et les États-Unis de l'autre. Malheureusement, on n'est pas du tout parti là-dedans. Mais l'Europe aurait eu énormément à gagner à tout simplement jouer les médiateurs et plutôt ne pas jeter de l'huile sur le feu là-dessus. Il y a eu probablement, bien évidemment, des deals qui ont été faits en sous-main. Voilà, c'est comme ça. Airdrop sur Optimism, oui, alors c'était des tokens qui étaient... C'est pas un unlock de token, c'est un airdrop. Regardez ici si vous êtes dans les conditions, si jamais vous avez du Optimism, pour éventuellement aller chercher cet airdrop. Attention au scam, faites attention, et vérifiez bien que vous êtes bien sur le site, le vrai site, etc. Allez vérifier, bien évidemment. Faites attention quand il y a des airdrops, des choses comme ça, à ce que vous donnez comme information. CZ qui dit que Binance US n'a pas utilisé une entity au centre des allégations de la SEC précédente. On parle ici de Cefiu. C'est une idée un peu compliquée, mais globalement, on peut dire que Binance aurait délégué le custody des assets de leurs clients à une firme différente de son entité principale, mais là on parle que aux États-Unis, donc Cefiu. On en a déjà parlé hier également, donc on va passer rapidement dessus, mais globalement l'idée c'est que peut-être ici la SEC est en train de dire qu'il y a eu un peu des malversations du côté de Cefiu, et elle est en train de dire Cefiu appartient à Binance, et Binance est en train de dire non, c'est tout simplement un sous-traitant. On va voir ici ce que ça donne encore une fois. Les parents de Sam Bankman-Fried qui sont
traduits en justice et qui sont accusés d'avoir volé des millions également de l'exchange crypto. On sait que SBF avait acheté des maisons pour ses parents, etc. Attention, son papa est professeur au MIT, si je me trompe pas. Je sais plus si c'est son papa ou... Non, c'est Caroline Ellison, c'est le père de Caroline Ellison, excusez-moi. Son père a des choses à voir avec je crois, des choses politiques, etc. Et sa mère également. Donc ça risque ici d'éclabousser un petit peu du monde, cette histoire. Bon, ici, rien à voir du côté de Bitcoin.com, rien à voir non plus, je pense, du côté de MarketWatch. Demain, le FOMC, on en a parlé, 20h pour l'annonce des taux, donc plateau ou pas, enfin, c'est-à-dire pause de la Fed ou pas, et 20h30, le discours de Powell. Je pense que le discours sera plus important que l'annonce. Je crois qu'on aura ici, normalement, c'est une fois tous les 2 meetings, mais qu'on aura une projection sur 3 ou 4 mois, donc ça peut être intéressant de voir ce que Powell nous dit pour les 3 ou 4 mois. Donc demain, le discours sera extrêmement important et j'en ferai bien évidemment la traduction. Donc demain, on aura une vidéo soit on aura 2 vidéos dans la journée, soit on aura une vidéo qui va sortir en soirée plutôt que dans la journée. Mexico qui a dépassé la Chine comme principal exportateur aux USA, où il a tenu son titre toute l'année. Oui, bah normal, ça diminue du côté des exportations chinoises pour les Américains, et les Américains trouvent des chaînes d'approvisionnement par ailleurs, beaucoup de biens manufacturés mexicains potentiellement qui viennent du côté des États-Unis. On y va pour la liquidité, j'en profite pour vous dire de pas hésiter à vous abonner et mettre un like, surtout c'est vraiment important de mettre un like sur les vidéos parce que ça aide la chaîne, c'est assez difficile en ce moment, on fait assez peu d'abonnés tous les jours, tout simplement parce que on est en plein bear market. Alors ici c'est intéressant, donc 70 millions de liquidations hier, on a liquidé du long et du short un petit peu dans les deux, et on a pris 45 millions, donc la moitié sur Bitcoin et Ethereum. TRB, je ferai peut-être une vidéo dédiée sur TRB, surtout le côté un peu manipulation, etc. On a peut-être des market makers qui font un petit peu, qui s'amusent avec, donc voilà, enfin des grosses entités, et qui sont à la fois market makers et venture capital. Donc ça, c'est pas très bon. Vous vous rappelez d'Alameda, qui était à la fois market maker et venture capital, qui a probablement ostensiblement fait pumper Solana notamment, mais pas mal d'autres choses également. Et c'est jamais très bon, tout simplement, quand une entité fait les deux, c'est pas une très bonne nouvelle. Et là, on parlera de DWF Labs, qui fait exactement la même chose, potentiellement, sur TRB. On en parlera demain, ou quand il y aura un peu moins de news. Il n'y a rien de pressé là-dessus. Carnet d'ordre, on est relativement vite dans la zone. Il y a un petit peu 400 bitcoins à la vente à 27 500 €. Il va falloir un paquet de momentum pour passer au travers de ça. Et derrière, 96, 200 bitcoins à peu près sur la zone des 27. Vous voyez qu'on l'a pas touché pour le moment, mais là on risque de marquer un plateau pendant un petit moment si jamais on se retrouve désormais ici on avait 182 et que ça augmente 563 et puis ça rediminue visiblement jusqu'au 402, 403 bitcoins. Pas mal de monde au 27 500 à la vente, donc attention à ça. Les marchés en levier. Les marchés en levier, on fait l'actualisation. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Et là, on est sur BTC. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pris les 3 points les plus frais, en fait, ceux qu'on avait mis hier sur la chart. On a pris également le point le plus haut, celui que vous voyez ici, donc c'est plutôt propre, sincèrement, de ce côté-là. On avait fait la vidéo par ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous voyez qu'on avait pris énormément d'open interest ici. Le fait de partir et de nettoyer les longues, qu'est-ce que font les longues? On voit sensiblement que y en a qui se font déjà liquider. Théoriquement, ça devrait avoir pour... vous voyez que le funding plonge avant, donc ça c'est assez curieux. Là il y a probablement certains longs qui prennent profit ici sur cette latéralisation. En tout cas c'est comme ça que je le vois. Maintenant le nombre de contrats en diminution il arrive après, il arrive plutôt pendant cette chute là, la première. Et en l'occurrence, vous voyez que ça se fait avec une hausse du funding, ce qui n'est pas très normal. Normalement, on devrait enfoncer, d'accord, le funding. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce point-là, à mon sens, est relativement longué. Donc, on va décaler ça ici, ok?
On a aussi on a aussi du long qui prend profit, je pense, et qui se fait un peu peur sur cette descente. Donc beaucoup de stop loss, je pense également, qui ont été pris. Donc quand du long prend profit, bah, en général, ça devrait faire baisser le funding également. Mais là, vous voyez qu'il augmente. Donc on peut aussi se dire que le top restait encore plus shorté que ce qui ne l'était là, ce qui explique tout simplement le retournement après derrière. Donc tout ça se construit sur du long qui n'a pas été pris. Donc je mettrai bien celui-là en 2 pixels, à savoir un niveau conséquent, voilà, comme ceci. Et puis derrière, on se reconstruit beaucoup sur du short, même latéralisation. Vous le voyez, pour le coup, là, on avait plutôt de la diminution du nombre de contrats. Ben, en fait, là, on a de l'augmentation. Donc, tout ça a été shorté assez fortement. C'est ce qui provoque le short squeeze suivant. Derrière, le short squeeze se fonde d'abord sur du short. Enfin, le short squeeze. Le sentiment ici était shorter. Il devient longueur à partir de là. Donc, on peut estimer qu'il y a un point de long à venir prendre à peu près ici. Peut-être qu'on a même travaillé là, en l'occurrence, si on se met vraiment pile poil dessus, je pense que c'est quelque part par là. On va le laisser en dessous quand même et se dire qu'il n'a pas été pris, histoire de garder une forme d'honnêteté d'honnêteté intellectuelle par rapport à l'analyse. Ici, on est plutôt longué, jusqu'à là. Donc là, il y a peut-être un point de short. On va décaler celui-ci et le poster ici. Et puis, plutôt du long à partir de là qu'on vient chercher après derrière. Donc, on ne rajoute pas de points sur la zone ici. Donc, voilà les nouveaux points de liquidation potentiels à aller chercher. Vous comprenez qu'on a bien évidemment le niveau des 27,6. 27,463 ici, pour moi, n'est pas shorté outre mesure. Et on a des points ici qui pourraient être pris à venir en dessous des 26 600. Voilà comment je vois les choses. On va faire Ethereum maintenant. Alors, Ether. Alors, Ether, on avait fait la vidéo. Par ici, ce point-là a été pris. On n'est pas venu chercher le point en bas, qui était, lui, pour le coup, plutôt longué. On se construit beaucoup sur du short jusque là, donc on pourrait mettre un point ici, mais vous voyez qu'il a déjà été pris. On va quand même mettre quelque chose pour voir si derrière ça augmente ou pas. Donc on le met comme ceci. Parce que si vraiment, là on aurait dû transpercer un petit peu plus, c'est ça que je veux dire. Forte diminution également là. Même chose, hein, finalement on ferme beaucoup de contrats d'un coup. Le funding n'a pas tendance à augmenter, donc ça a rajouté du short ici sur cette zone là. D'ailleurs, principalement même à partir de ici. Niveau qui a à peine été palpé du doigt. Donc attention, soit là on a une belle défense, soit on a une énorme poche de liquidité qui va péter dans très peu longtemps. Enfin, c'est toujours un petit peu la même histoire, mais malheureusement, on a deux scénarios, hein, comme toujours un petit peu comme d'habitude. Derrière, on se construit sur du short, mais le nombre de contrats est plutôt à la diminution, et de toute façon, le point a été pris hein, quand on a fait la hausse suivante. Ici, on se construit également sur du short, donc on avait vraiment un niveau nominal de short à faire ici. Derrière, là, j'ai du long, mais le niveau a été visité également. Là, j'ai encore du short, mais le niveau a été pris. Ici, j'ai du long, mais c'est pareil, le niveau a été pris. Et ici, je commence également à avoir du short. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre celui-là en 2 pixels, parce qu'il cumule 2 points, tout simplement. Ensuite, on se reconstruit ici sur du long, mais le niveau a été pris également. Et puis, là, on a un joli short qui est rentré. Donc, on a un petit niveau à peu près dans cette zone-là. Comme ça. Et pour le coup, c'est un petit niveau, comme ceci. Est-ce qu'on est longué sur le bas? Oui, très légèrement. Et ça se passe ici. Ok, donc on dézoome un peu, voilà les niveaux potentiellement à venir chercher sur Ethereum, 1661 en haut. Finalement, c'est un peu la même structure que Bitcoin, en tout cas je trouve. Et là, ce qui est joli, c'est qu'on a reliquidé une bonne partie de la hausse en funding qui s'était faite par le passé. À la fois par des longues qui ferment leur position, à la fois par des shorts qui shortent effectivement assez fort, mais qui semblent prendre position également assez vite. Donc voilà, c'est intéressant à regarder, mais on est sur des points où potentiellement, soit on est sur un reverse de sentiment, soit on est vraiment sur un point de totale indécision. C'est-à-dire que ceux qui font des trades, finalement, les écourtent au plus possible, et on a assez peu de gens qui restent en position longtemps. Ici, vous voyez, on avait bien nettoyé les longueurs, et finalement, on reprend ici de la valeur sur les 5 derniers jours en ce qui concerne les longueurs. 2,55 milliards de positions en plus en long sur les 5 derniers jours que sur les short, et on parle ici de position leveragée, hein, donc du coup il faut estimer que c'est à peu près du x50.
Oui, on est un peu shorté au top ici, vous le voyez, là notamment cette grosse position à 27,4 qui pourrait être visitée, et une petite prise de liquidité potentielle à 27,5 qui pourrait arriver, mais on a vu que le carnet d'ordre était bien rempli dans cette zone, on verra ce que ça donne, et derrière, si jamais on dump, eh ben on fait ce très joli double top, et puis on vient chercher sous la structure, à savoir, je pense globalement, 26,2 pourrait être déjà une première bonne target pour un short dans cette zone. Je dis pas qu'il faut short, personnellement moi je suis sur un long là en ce moment que je hold et que j'ai mis à break-even parce que la plupart des TP ont déjà été pris dessus. Bon voilà, c'est un peu ici c'est un peu une zone de non-droit, on va dire ça comme ça. Soit on tient, on décale le range précédent au-dessus, puisqu'on a cassé un petit peu ce qui s'était passé avant dans le range précédent, soit eh bien, on retraverse toute la structure et on revient chercher les supports précédents. 1673 pour aller chercher en haut sur Ether et globalement 1605, peut-être même 1600 pour venir chercher plus bas. La 12 heures sur Bitcoin qui va nous donner une information un peu sur le sentiment. On est plutôt longué sur les 12 dernières heures, donc le sentiment est plutôt longueur. En tout cas, on peut le voir ici dans cette zone autour des 26 600. Vous voyez que ça irait plutôt dans le sens d'un retracement, notamment sur la 2 pixels que je vous avais mis. Et là, ici, on croise l'analyse pas trop mal avec nos amis de iBlock qui sont extrêmement précis sur ce genre de choses. Derrière, peut-être une dernière poche à venir chercher à 27,7, mais globalement, on a bien nettoyé la weekly et pour l'instant, on fait attention parce que la liquidité, elle est plutôt en dessous en weekly, c'est-à-dire autour des 25,5. Il va falloir un peu de momentum au spot pour lancer ce mouvement s'il doit arriver. C'est-à-dire que le spot doit marquer une vraie demande que j'ai pas l'impression qu'on ait pour le moment, mais on va voir si ça se met en place. Sur Ethereum, on est plutôt longué sur les 12 dernières heures et sur la 7 jours, on est plutôt même chose que sur Bitcoin, une petite poche à prendre encore en haut, mais une belle poche qui s'est construite en dessous. Je regarde juste vite fait la demande au spot au travers du CVD, et on va regarder ici sur Bitcoin. Ouais, le CVD c'est pas trop mal. Ces mouvements s'accompagnent de belles demandes au spot. Maintenant, est-ce qu'on manipule le spot pour venir manipuler les dérivés, ou alors est-ce que c'est une vraie demande? En tout cas, c'est pas trop mal parce que ici, vous le voyez, on n'a plus un CVD qui est entre guillemets en tendance baissière. On avait montré hier cette espèce de trend depuis le 15 septembre où on était un petit peu à la baisse sur le CVD. CVD finalement c'est un cumul des volumes, mais qui va se corriger en fonction de ce que vous regardez sur la charte. C'est-à-dire que ici, on ne regarde, vous comprenez que c'est comme si on faisait fi de tous les volumes qu'il y a eu avant, puisqu'on regarde ça à partir du 12 septembre, d'accord? Si vous mettez ça en daily, vous allez voir que la demande au spot, elle est complètement en berne, puisque on a une non-demande, entre guillemets, depuis l'ATH qui ne revient pas, d'accord? Voilà, bon, bah, on va passer là-dessus. En tout cas, petite demande au spot, ça peut être éventuellement encourageant pour... moi, dans l'idéal, ce que j'aimerais bien, c'est que les spreads deviennent positifs, au moins pour un certain temps, et qu'on ait une vraie demande au spot. Ça pourrait éventuellement nous dire qu'on est sur un début de bull run, ou en tout cas quelque chose où, à un moment donné, personne n'y croyait, et finalement, tout le monde se jette à corps perdu dans cette histoire-là. Est-ce que un plateau de la Fed peut demain nous donner beaucoup d'upside? Je pense que il faut plutôt ici se concentrer sur le discours. Je crois vraiment que la Fed ne va pas augmenter ses taux, mais il faut plutôt s'orienter sur le discours au sens où ce plateau est attendu par 99% du marché, donc il est déjà dans les prix, hein, d'une certaine manière. Il faut se dire ici que les grosses mains sont au courant de toutes ces choses-là et que bien sûr elles le trade, donc c'est tout à fait normal. Ici, on revient sur le prix, on fait une conclusion. Jolie bougie ici acheteuse, vous voyez que c'est la première depuis un moment. Si jamais on termine ici le 4 heures actuel, c'est-à-dire dans une heure, à peu près dans cette zone-là, ça sera une très belle bougie acheteuse. Finalement, on n'en a pas eu beaucoup. On a eu celle-là qui était très légèrement acheteuse. Et là, ce que je regarde, vous comprenez que ce sont les mèches qui sont en dessous. Pour le moment, moi, ce que je vois, c'est plutôt des 4 heures qui sont en tentative de défense des shorters, mais que finalement, à chaque fois, ça passe. Donc on suivra bien ici cette histoire-là. Globalement, ce que je peux noter vraiment de notable et d'important, c'est que finalement, il me semblerait que cette zone, au moins pour un certain temps, qui était une résistance, puisse devenir un support, alors que c'est pas nécessairement ce que nous avait donné le prix dans cette zone-là. Donc ça, c'est pareil, on surveillera de pas réenfoncer. Si on a ici désormais une zone qui se crée en support sur les 26,8/26,5, je dirais que même maintenant 26,8 deviendra un petit peu l'enjeu peut-être. Donc ne pas forcément même venir en bas de ce canal, même si on pourrait y aller, vous voyez que ça reste dans la zone, eh bien ça serait plutôt une bonne chose.
La chose qu'on peut dire aussi, c'est que cette figure est bearish. Je parle du drapeau ici, enfin de cette montée larvée, voilà. Pas un drapeau, puisqu'on n'est pas dans le bon sens ici pour dire que c'est un bear flag, ni dans le bon sens pour dire que c'est un bull flag. Mais ce drapeau-là, et ben pour moi, il va falloir qu'il pète avec force. Si jamais il pète avec force, on a une figure bearish qui casse bullish, et ça serait plutôt quelque chose où on peut se dire que effectivement ça peut partir très très fort, et là potentiellement on peut dire ouais, les targets sont là. Bien évidemment on surveillera bien évidemment le retournement de la daily qui n'a pas encore arrivé, mais si là on commence à faire des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas plus hauts et des plus hauts et des plus hauts que les précédents, et bien à ce moment là on peut se dire que oui, c'est pareil, c'est plutôt bien parti pour du long. Très belle zone de short en tout cas, potentiellement qu'on va retester là, et ça ce sera pour moi mon dernier signal entre guillemets, si jamais on arrive à casser ça là, cette trend ici de distribution qui date depuis le début du mouvement en fait, ce qu'on a pris ici c'est, on a une trend potentielle, voilà, on la validera réellement si elle repousse encore une fois, et bien à ce moment là ça sera une très belle zone de short, ça d'abord c'est une première chose, donc cette zone là ici autour désormais des 27,7 est une belle zone de short, et la deuxième chose c'est que si on la casse et qu'on valide une ouverture-clôture, et là je dirais que c'est du daily, on a des très bonnes chances de venir rechercher le point qui est ici, à savoir les 30 200 points pivot, qui est commun tout simplement à cette trend là et celle là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a cassé une première fois ici une trend, on casse une deuxième fois ici une deuxième, si on arrive à casser une troisième fois, il y a des chances que cette trend on la mette à plat sur le plus haut local qui est ici, à savoir 30 200. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, vous voyez qu'on a vu pas mal de choses, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur rejoindre si jamais les vidéos privées entre guillemets, les vidéos supplémentaires que je fais tous les jours vous intéressent, éventuellement nous rejoindre sur le Discord, et puis mettre un like parce que c'est important pour la chaîne, et on a, je sais pas pourquoi on dit on a, c'est les deux personnes qui sont dans ma tête probablement, je crois même qu'on est peut-être un peu plus. Eh bien j'ai besoin de votre aide, et à chaque fois mettre un like systématique si vous utilisez mon contenu et si ça vous plaît, et si etc. Je pense que c'est un juste retour des choses par rapport au temps passé. Plus d'abonnés égale des meilleures vidéos avec une meilleure qualité, voilà, plus de temps passé pour ma part également. Notamment ici le rejoindre, et j'annonce bientôt la sortie également d'un t-shirt qui sera à 20 € frais d'envoi inclus. Je suis en train de monter la boutique, j'attends juste l'échantillon de l'imprimeur pour voir si le t-shirt est bien, tout simplement, si au niveau qualité ça me semble bien. Je vous laisse là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu, et la question du jour, elle est toute trouvée aujourd'hui. Est-ce que vous êtes plutôt t-shirt, plutôt col tunisien, col en V, ou col polo? Voilà, ce sera ça la question du jour, ou col rond tout simplement également. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, merci de votre amabilité, bienveillance, fidélité, et voilà, des commentaires qui sont tous sympas que je retrouve. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, à demain.